Il y a un instant précis, un souffle suspendu, que je revois parfois. C'était lors d'une soirée mondaine à Paris, Laurent, mon mari alors, me présentant d'un geste élégant à des figures importantes. Il m'a appelé celle qui s'occupe merveilleusement bien de notre foyer, permettant de se consacrer aux affaires. Un sourire poli, rien de plus, un murmure d'approbation autour de nous. Mais en moi, ce n'était pas un simple compliment. C'était une mesure, une place assignée, le début d'une longue compréhension silencieuse. J'ai écouté et j'ai observé, non par faiblesse ou par résignation, mais parce que parfois, les fondations les plus solides ne révèlent leurs fissures les plus profondes que lorsque tout le reste autour d'elles s'effondre. Laurent croyait me connaître, me maîtriser par mon silence, le prenant pour de la docilité. Il ignorait que le plus grand pouvoir réside souvent dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui est vu sans être commenté, dans les vérités que l'on garde précieusement. Ce soir-là, devant les lumières crues des photographes, je n'étais plus cette femme-là. Le rideau venait de se lever sur un nouveau chapitre, inattendu. Je m'appelle Élise Dubois. J'ai 43 ans et je vis seule, ou plutôt, je vis enfin pour moi-même. Il y a encore quelques mois, cette phrase aurait sonné faux, creuse, comme un écho lointain d'une vie qui n'était plus la mienne. Aujourd'hui, elle est la vérité, simple et dépouillée. Je me suis longtemps senti invisible, comme une silhouette qui se fond dans l'ombre des gratte-ciel parisiens, une observatrice discrète de la vie trépidante qui battait son plein autour de moi. Mon existence avait été tissée de non-dits, de silences choisis, de pas effacés derrière un homme dont la lumière était si éblouissante qu'elle me condamnait à l'obscurité. J'avais appris à vivre ainsi, à me contenter de ce rôle secondaire, persuadé que c'était ma place, ma destinée. Ce soir-là, je pensais que rien ne changerait. J'avais accepté l'invitation à ce petit gala de bienfaisance, organisé dans une charmante galerie du 6e arrondissement. L'ambiance serait feutrée, je l'espérais, le cercle d'invités intimes, éloigné des grands rassemblements mondains qui avaient jadis rythmé mes soirées. Je m'étais préparé avec une simplicité voulue, une robe sombre, élégante, sans fioritures, juste assez pour être respectable, pas assez pour attirer l'attention. C'était mon objectif, ne pas faire de vagues, me glisser discrètement parmi les visages inconnus, offrir mon soutien à la cause sans devenir moi-même le sujet de conversation. J'avais oublié à quel point Paris pouvait être imprévisible, à quel point les ombres pouvaient parfois, contre toute attente, capter la lumière. Lorsque j'ai franchi le seuil de la galerie, un murmure a parcouru l'assemblée. Un murmure léger d'abord, puis plus appuyé. Et soudain, sans prévenir, des flashs aveuglants ont crépité, des dizaines, des centaines de lumières assis perçant l'obscurité douce de la soirée. Mon cœur a fait un bond, ma respiration s'est suspendue un instant. C'était comme une déflagration silencieuse, une invasion soudaine et inattendue. Des voix se sont élevées, distinctes et insistantes, martelant un nom. Mon nom. Élise Dubois. C'est Élise Dubois. Elle scandait mon nom, avec une intensité que je n'avais pas connue depuis des années, depuis que j'étais simplement Madame Mercier, ou la femme de Laurent. C'était une sensation étrange, presque irréelle, d'être reconnu pour moi-même, et non par procuration. Les photographes se pressaient, leurs objectifs affamés pointés sur moi, capturant chaque parcelle de mon image. J'ai cherché un refuge du regard, une sortie discrète, mais il n'y en avait pas. Mon regard a alors balayé la pièce, et s'est posé sur un écran de télévision discrètement allumé dans un coin, diffusant les actualités en direct. Et là, sur l'écran, j'ai vu mon propre visage, ma silhouette capturée par les caméras, avec un titre qui défilait en bas de l'image. Élise Dubois, un retour inattendu sur la scène parisienne. Le mot retour a résonné en moi, étrange, presque absurde. Un retour de quoi? Je n'avais jamais vraiment parti. J'avais simplement disparu. Ce moment a été une secousse, douce mais profonde. La conviction d'être une simple ombre, un vestige du passé de Laurent, a commencé à se fissurer. Je n'étais plus seulement l'ex-femme de Laurent Mercier. J'étais Élise Dubois. Et, de manière inattendue, j'étais de retour. Le bruit des flashs s'est estompé, laissant place au calme relatif de la galerie, mais l'image de cet écran,
de ce titre, est resté gravé. C'était un miroir inattendu, un reflet d'une Élise que j'avais cru éteinte. Ce miroir m'a renvoyé loin en arrière, vers les débuts, vers le temps où Laurent et moi étions inséparables, où notre histoire n'était encore qu'une promesse étincelante. Il était jeune, brillant, Laurent Mercier. Un esprit vif, un regard qui dévorait le monde, une ambition à couper le souffle. Quand il parlait de ses projets, de ses rêves pour Mercier Innovation, ses yeux pétillaient d'une flamme contagieuse. Je voyais en lui non seulement l'homme de ma vie, mais aussi un visionnaire, quelqu'un qui allait marquer son époque. Et moi, je voulais être à ses côtés, une partenaire à part entière, à la fois son soutien et son égal. Je me souviens de sa demande en mariage, un soir d'été, sur les quais de la Seine. Les lumières de Paris scintillaient autour de nous, comme un million de promesses d'avenir. Il m'avait parlé de notre empire, de notre avenir commun, des fondations que nous allions bâtir ensemble, main dans la main. Ces mots étaient doux, puissants, enveloppants. J'y avais cru de tout mon être. J'avais vu cet avenir avec lui, ces matins à partager un café sur un balcon parisien, ces projets à construire, ces défis à relever ensemble. L'amour était si fort alors, si aveuglant, qu'il masquait les petites ombres qui, avec le recul, étaient déjà présentes. Je me souviens, par exemple, de la recherche de notre premier appartement. Un nid douillet, un point d'ancrage. J'avais trouvé un charmant 3 pièces, lumineux, avec une petite terrasse donnant sur un jardin. J'en étais tombée amoureuse. Mais Laurent, après une brève visite, avait balayé mon enthousiasme d'un revers de main. Les Élise, c'est charmant, oui, mais pas assez prestigieux. Ça ne reflète pas ce que nous sommes en train de devenir. Il n'y avait pas eu de réelle discussion, juste une décision unilatérale, enrobée de son habituel charme persuasif. Nous avions finalement opté pour un appartement plus grand, plus froid, dans un quartier plus approprié, qu'il avait choisi seul. À l'époque, j'avais mis cela sur le compte de son pragmatisme, de sa vision d'homme d'affaires. Aujourd'hui, je vois cela comme le premier signe de ce qui allait être sa façon de faire, mes sentiments, mes envies, passaient après sa propre image, sa propre ambition. Il y avait eu aussi ces dîners d'affaires, où Laurent me présentait à ses associés, à ses banquiers. Ma femme, Élise, elle est un roc, un soutien inébranlable derrière moi. Il disait cela avec un sourire, et les autres acquiesçaient. Mais ce soutien inébranlable ne participait jamais aux discussions, mes opinions n'étaient jamais sollicitées. J'étais une belle figure à exposer, un élément de son décor, une preuve de sa réussite équilibrée. Le mot partenaire qu'il avait si souvent prononcé, semblait alors se vider de son sens, n'être qu'un mot creux. Je ressentais une forme de solitude, même au milieu de ces conversations animées, même à ses côtés. Une solitude étrange, comme si mon esprit, ma personne entière, n'était pas vraiment là, seulement mon image. Je l'aimais tellement que je ne voulais pas voir ces fissures, ces petites fêlures qui commençaient à apparaître dans la belle façade de notre amour. Je voulais croire que ces petites choses n'étaient que des détails, que l'essentiel, l'amour que nous partagions, suffirait à tout réparer, à tout gommer. Les années ont passé, et avec elles, l'écart entre nos mondes n'a cessé de grandir. Laurent était un homme en mouvement perpétuel, sa vie une course effrénée vers le sommet. Les appels incessants, les réunions interminables, les voyages d'affaires à l'autre bout du monde sont devenus notre quotidien. Notre bel appartement dans le 16e arrondissement, celui qu'il avait choisi, ressemblait de plus en plus à un lieu de passage pour lui, un point de ravitaillement entre deux conquêtes professionnelles. Les dîners, que j'avais tant aimé préparer, se sont transformés en repas solitaires, devant une assiette froide, ma propre ombre pour seule compagnie. Je me souviens des soirs où la radio diffusait un peu de jazz, une mélodie douce qui soulignait encore davantage le silence assourdissant de son absence. J'essayais, parfois, de le rattraper, de lui parler de nos projets, de ces voyages que nous avions jadis rêvés ensemble, de l'idée d'avoir des enfants, ou simplement de ma journée. Mais son regard, même quand il était présent, semblait déjà ailleurs, absorbé par un chiffre, une stratégie, une nouvelle opportunité à saisir. Élise, mon amour, tu sais que tout ce que je fais, c'est pour nous, pour notre avenir,
disait-il, sa voix adoucie par la fatigue, mais ses mots sonnaient creux, comme une formule apprise. J'étais là, assise à ses côtés, l'écoutant vanter ses dernières victoires, les contrats de plusieurs millions d'euros qu'il avait signés, les articles élogieux dans la presse économique qui le consacraient le génie de la tech. Il parlait avec passion de Mercier Innovation, de sa croissance exponentielle, de son influence grandissante. Mais jamais, ou si rarement, il ne me demandait ce qui me passionnait, ce que je ressentais, ce qui me faisait vibrer en dehors de son orbite. La solitude s'est installée, pesante, silencieuse. J'avais cette impression étrange d'être devenu une annexe, une extension de son image plutôt qu'une personne à part entière. Je me suis souvenu de ce soir, lors d'une réception importante à l'hôtel de ville. Laurent était en pleine discussion avec un ministre et un grand industriel. Il m'avait aperçu, avait fait signe de la main et m'avait tiré vers eux, un sourire radieux aux lèvres. « Monsieur le ministre, permettez-moi de vous présenter mon épouse, Élise. Elle s'occupe merveilleusement bien de notre foyer, et gère notre vie privée avec une main de maître, ce qui me permet de me consacrer entièrement aux affaires. » Les mots étaient sortis de sa bouche avec une désinvolture qui m'avait figé. Un silence s'était fait dans ma tête. Je n'étais plus la partenaire de nos débuts, ni même la femme de Laurent. J'étais celle qui s'occupe de la maison, une domestique glorifiée. Les hommes avaient souri poliment, et j'avais souri aussi, un sourire figé, masquant l'humiliation qui montait en moi. Ce soir-là, en rentrant, j'avais envisagé de lui en parler, de lui dire à quel point ces mots m'avaient blessé. Mais je n'avais rien dit. Je ne voulais pas créer de vagues, pas ajouter de tension à sa vie déjà si chargée. Je me disais que l'amour était aussi fait de sacrifices, de compromis. Je voulais croire que mon silence était une force, une preuve de mon dévouement. Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. C'était une acceptation passive, une peur de déstabiliser le fragile équilibre de notre union, une peur de la confrontation. Et petit à petit, mon silence est devenu ma prison. J'avais oublié le son de ma propre voix, le poids de mes propres désirs. Le silence que j'avais si longtemps cultivé autour de moi s'est brisé, non pas par ma propre voix, mais par un murmure extérieur, insidieux, qui a commencé à circuler dans les salons parisiens. Des rumeurs d'abord chuchotées, puis de plus en plus audibles, à propos de Laurent et d'une jeune femme, une de ses stagiaires, une certaine Chloé Leroy. Je les avais entendues, bien sûr, mais j'avais tenté de les repousser, de les ignorer, de me convaincre que ce n'était que de la jalousie, des racontards. Mon cœur, ou ce qu'il en restait, refusait d'accepter une telle trahison. Puis, un après-midi, le destin a décidé de me montrer la vérité de la manière la plus cruelle. Je faisais quelques courses près du jardin du Luxembourg, quand mon regard a croisé deux silhouettes familières attablées à la terrasse d'un café. Laurent, riant, un bras posé sur l'épaule de Chloé. Leur tête était proche, leur sourire complice. C'était bien plus que de simples collègues. C'était une évidence, brutale et sans appel, qui m'a coupé le souffle. Mon monde a vacillé un instant, les couleurs du jardin se sont brouillées sous mes yeux. Je n'ai pas pu m'approcher, pas pu faire un pas de plus. J'ai tourné les talons, le cœur lourd d'une douleur physique, d'une brûlure glacée. Le soir venu, j'ai tenté d'aborder le sujet, de manière oblique d'abord, puis plus directe. Laurent, il y a des bruits qui courent. Des choses que j'entends. Il m'avait regardé avec ce mélange d'agacement et de condescendance que je connaissais si bien. Élise, mon amour, tu sais que dans mon monde, les jaloux parlent. Les gens sont envieux. Ne fais pas attention à ces futilités. J'ai des enjeux bien plus importants à gérer en ce moment. Il avait changé de sujet, parlé d'un nouveau projet, d'une acquisition importante pour Mercier Innovation. Son déni était si parfait, si lisse, qu'il aurait pu être convaincant si je n'avais pas eu cette image de lui et Chloé gravée dans ma mémoire. C'était une gifle silencieuse, une confirmation amère que ma douleur, mes sentiments, ne pesaient rien face à son image, à sa quête de pouvoir. Le point de non-retour est arrivé quelques jours plus tard. Je devais déposer des documents importants à son cabinet d'avocat Mercier. J'avais décidé d'y aller sans prévenir,
un besoin irrépressible de me confronter, de voir. En arrivant au cabinet, alors que je m'apprêtais à entrer, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes devant moi. Et là, Laurent est apparu, accompagné de Chloé. Elle était vêtue d'une blouse en soie crème, d'une légèreté presque insolente pour l'austérité des lieux, une robe qui lui allait à merveille. Elle souriait, un sourire confiant, presque triomphant. Laurent, lui, m'a à peine regardé. Son regard a balayé mon visage sans s'attarder, comme il l'aurait fait avec une étrangère. Il a juste tendu la main, un geste machinal, pour une poignée de main rapide, froide, dénuée de toute chaleur. Réalise. Quelle surprise. Ces mots étaient mécaniques, creux. Il n'y avait plus la moindre étincelle, le moindre signe de l'homme que j'avais aimé, le père de mes rêves. Chloé, à ses côtés, a esquissé un léger sourire en coin, un sourire que j'ai perçu comme une victoire. À ce moment précis, j'ai compris. J'ai compris que mon mariage était terminé, bien avant que des papiers ne le confirment. Ce contact glacé, cette indifférence palpable, valait mille aveux. Le miroir de notre amour s'était brisé, et avec lui, toutes mes illusions point et la pluie tombaient en fines lames glacées sur la façade de verre du cabinet d'avocat Mercier, mais je la sentais à peine. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je tenais le stylo Montblanc, la marque préférée de Laurent, celui-là même qu'il utilisait pour signer des contrats de plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, je l'utilisais pour mettre fin à notre mariage. Pas de cris, pas de supplications, pas de dernière tentative. Juste ma signature silencieuse sur la ligne pointillée. 10 ans d'une histoire d'amour effacée en moins d'une minute. Laurent, assis en face de moi, ne m'a même pas regardé. Il était là, parfaitement droit, absorbé par quelque chose sur son téléphone, un demi-sourire arrogant aux lèvres, celui qu'il affichait toujours lorsqu'il pensait avoir gagné. À ses côtés, vêtu d'une blouse de soie crème, d'une légèreté presque insolente pour l'austérité des lieux, se tenait Chloé Leroy. J'ai dégluti difficilement, refusant de leur offrir la satisfaction de me voir sombrer. C'est fait, a annoncé maître Isabelle Girard, l'avocate de Laurent. Laurent a enfin levé les yeux, mais seulement pour dire « bien ». Mon chauffeur vous raccompagnera. L'appartement a déjà été vidé de mes affaires. Les mots m'ont poignardé plus profondément que n'importe quelle insulte. Car cet appartement, notre appartement de la rue Faisanderie dans le 16e arrondissement, n'était plus le mien. Notre contrat de mariage, établi avec minutie par Laurent, s'en était assuré. Il ne me restait rien, sinon quelques cartons et les vêtements de ma valise. Je me suis levé, lissant mon manteau, forçant ma voix à rester ferme. Je trouverai mon chemin seul. Laurent ne m'a pas retenu. Il n'a même pas fait semblant de s'en soucier. J'ai traversé la salle de conférence, le dos droit, mais à l'intérieur, je m'effondrais comme du papier mouillé. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, l'instant où je me suis retrouvé seul, mes jambes ont cédé. Des larmes ont coulé avant que je ne puisse les retenir, chaudes, amères, humiliantes. 10 ans de sacrifice, 10 ans à croire en un homme qui m'avait échangé comme un actif commercial. Et j'avais signé, me privant de tout droit de riposte. Dehors, le ciel de Paris s'est brouillé derrière la pluie alors que je marchais dans la rue. Les taxis jaunes éclaboussaient l'eau en passant. Les gens pressaient le pas sous leur parapluie. Personne ne regardait la femme dont toute la vie venait de s'écrouler une heure auparavant. J'étais invisible, oubliable, remplaçable. Mon téléphone a vibré. Une notification. Laurent Mercier fait sa première apparition publique ce soir avec sa nouvelle compagne au gala technologique du Grand Palais. Ma respiration s'est coupée. Nous n'étions même pas divorcés depuis une journée entière. L'article incluait une photo, Chloé au bras de Laurent, souriant comme si elle avait gagné un prix. C'était comme si quelqu'un me tordait un couteau dans la poitrine. J'ai fermé l'article et j'ai continué à marcher. Pas de plan, pas de destination, juste le mouvement. Ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais absolument pas imaginer, c'est que ce soir-là, alors que je me noyais dans le chagrin, l'objectif d'une caméra, à l'autre bout de la ville, allait bientôt capturer quelque chose d'inattendu.
Quelque chose qui allait allumer un feu de forêt que je n'avais jamais eu l'intention de commencer. Quelque chose qui allait tout changer. Et Laurent Mercier regretterait un jour de m'avoir laissé partir. Les jours qui ont suivi la signature du divorce se sont écoulés dans un flot cotonneux. Je me suis réfugié dans un petit appartement que j'avais loué dans le quartier du Marais, un endroit modeste, plein de charme ancien, si différent de notre ancien nid douillet dans le 16e arrondissement. Il y avait le bruit de la ville, filtré par les fenêtres, le murmure constant de Paris, mais à l'intérieur, c'était le silence. Un silence pesant, parfois, mais aussi, de plus en plus souvent, un silence apaisant. Ma valise restait à moitié défaite, comme si mes affaires elles-mêmes hésitaient à s'installer. Je passais des heures à regarder les titres qui défilaient sur mon téléphone, le visage de Laurent et de Chloé, tout sourire, au gala technologique du Grand Palais. Une nouvelle pique dans ma chair déjà meurtrie. Ma carrière, pourtant construite avec tant de passion pendant 10 ans, commençait à s'effriter sous mes doigts. Un matin, en ouvrant mon ordinateur, une série de mails m'a frappé de plein fouet. Des clients avec qui j'avais collaboré pendant des années m'informaient, avec des mots polis mais froids, qu'ils devaient reconsidérer notre collaboration en raison des circonstances actuelles. Les circonstances, je savais ce que c'était. C'étaient les rumeurs, les sous-entendus que Laurent avait laissés circuler, me faisant passer pour l'incompétente, la saboteuse. C'était le silence que j'avais gardé qui me condamnait aujourd'hui. Mon ancienne responsable des ressources humaines m'avait envoyé un message lapidaire, « Élise, je suis désolé. Notre direction ne veut pas que nous soyons impliqués. » Le sol se dérobait sous mes pieds. Ce n'était plus seulement une peine de cœur, c'était une mort professionnelle. L'appartement me semblait de plus en plus étroit, étouffant. J'avais besoin d'air, de mouvement, de sentir la ville autour de moi, même si elle m'était devenue étrangère. Je suis sorti, errant sans but précis dans les rues de Paris. J'ai marché le long du jardin du Palais Royal, un lieu où Laurent et moi aimions flâner, échanger des rires et des projets il y a si longtemps. Chaque banc, chaque statue semblait résonner de souvenirs que je tentais d'enfouir, mais qui remontaient à la surface avec une acuité douloureuse. La foule des passants s'agitait, indifférente à ma détresse. J'étais une femme parmi tant d'autres, invisible. Et c'était étrangement réconfortant. C'est alors, près d'un grand hôtel, là où Laurent et Chloé avaient fait leur apparition triomphale, que je l'ai vu. Ou plutôt, que je l'ai percuté, maladroitement. Un homme avec un plateau de café à emporter. « Pardon, je suis désolé », ai-je murmuré, mon regard rivé au sol. Une voix calme, familière, a répondu. « Élise Dubois ? C'est bien toi. » J'ai levé les yeux, surprise. Antoine Moreau. Mon ami d'université, celui que j'avais perdu de vue en me fondant dans le monde de Laurent. Il tenait toujours son café, son regard était doux, mais une profonde inquiétude se lisait dans ses yeux. Il a balayé ma silhouette, mon manteau froissé, mon visage fatigué. Il n'a rien dit, mais j'ai su qu'il avait tout vu, tout ressenti de ma détresse, sans que j'aie besoin d'expliquer. Antoine était un homme de pouvoir, un nom respecté dans le milieu des médias, mais il avait toujours gardé une simplicité, une humanité rare. Je n'avais plus l'habitude d'une telle chaleur, d'une telle attention. Antoine m'a emmené dans un café tranquille, un petit endroit discret au cœur de Saint-Germain-des-Prés et il m'a tendu une tasse de café fumant, son regard toujours empreint d'une bienveillance qui me touchait au plus profond. « Élise, qu'est-ce qui t'arrive vraiment ? Je sais pour le divorce, les rumeurs. Mais je sais aussi que Laurent est capable de bien des choses. » Sa voix n'était pas accusatrice, juste factuelle, empreinte d'une amitié que je n'avais pas su préserver. C'était la première fois que quelqu'un me parlait de la situation sans jugement, sans pitié. Il m'a écouté, sans m'interrompre, tandis que je vidais mon sac, mes mots se bousculant, parfois hésitants, parfois chargés d'une amertume contenue. Antoine a alors dit. « Élise, tu ne peux pas laisser les lâches réécrire ton histoire. La vérité finit toujours par éclater. Tu as besoin de la trouver, et de la faire entendre. » Quelques jours plus tard, une enveloppe anonyme est arrivée dans ma petite boîte aux lettres du Marais.
Elle portait l'en-tête de la division des ressources humaines de Mercier Innovation. Un frisson m'a parcouru. À l'intérieur, j'ai trouvé un rapport d'audit interne, daté de quelques mois. En le lisant, mot après mot, ma respiration est devenue saccadée. Le rapport détaillait la véritable raison de l'échec de ce projet majeur pour lequel Laurent m'avait publiquement blâmé. Il parlait de malversations financières et de dépenses non autorisées approuvées uniquement par le PDG Laurent Mercier. Il était clairement stipulé que aucune preuve n'indiquait que l'ancienne employée Élise Dubois avait contribué à l'échec des négociations. Et la partie la plus cinglante, la responsabilité incombe entièrement à la direction exécutive. C'était Laurent. Il avait menti. Il m'avait détruite sciemment pour protéger sa propre image. La fureur est montée en moi, pure, glacée, implacable. Toutes mes illusions sur une possible erreur, un malentendu, se sont effondrées. Laurent était un manipulateur, un traître, et il m'avait sacrifié sans hésitation. Mon téléphone a commencé à vibrer sans relâche. Des appels manqués, des messages de Laurent. Nous devons parler. Rappelle-moi. Il avait dû voir la photo de moi et Antoine circuler, le vent commençait à tourner. Antoine avait raison. J'avais enfin un levier, une preuve tangible. Puis, Laurent est arrivé, sans prévenir, devant ma porte. Des coups lourds et insistants. Et Élise, ouvre la porte. Je sais que tu es là. C'est important. Ma poitrine s'est serrée, mais cette fois, ce n'était plus de la peur pure. C'était une colère froide, une détermination nouvelle. Il m'avait ignoré, humilié, remplacé. Et maintenant, il voulait parler parce que son trône vacillait. Antoine, qui était venu me rendre visite, s'est placé derrière moi, protecteur. Mais tu n'es pas obligé d'ouvrir. Mais j'ai secoué la tête. Non. Je devais le faire. J'ai ouvert la porte, juste assez pour le voir. Laurent se tenait là, dans son manteau de costume parfaitement ajusté, ses cheveux impeccables, mais ses yeux étaient fiévreux, paniqués. « Et qu'est-ce que tu veux, Laurent ?» Sa mâchoire s'est serrée en voyant Antoine derrière moi. « C'est donc vrai ? Tu es avec lui. » Ma voix est restée calme. « Je ne suis avec personne, et même si c'était le cas, cela ne te regarde plus. » Il a fait un pas en avant, mais j'ai maintenu la porte fermement bloquée avec mon pied. « Tu es en train de détruire ma réputation, mes investisseurs paniquent. Le conseil veut des explications. Tu dois dire aux médias qu'il ne se passe rien avec Moreau. J'ai levé le rapport d'audit. Mais tu m'as blâmé pour un projet raté. Tu m'as humilié. Tu m'as remplacé. Et maintenant, tu veux que je te sauve ? Ses narines se sont dilatées. Je t'ai faite. Je peux encore te détruire. Il n'a pas pu finir sa phrase. Antoine s'est avancé, sa posture droite, son expression glaciale. Là, attention, Mercier. Tu oublies que tu ne la possèdes plus. Laurent s'est raidi. Et à cet instant, mon cœur a battu d'une réalisation choquante. Pour la première fois depuis notre divorce, Laurent avait peur. Et cette peur, je le savais, n'était que le début. Si vous avez encore écouté jusqu'ici, je vous en prie, aidez-moi en commentant le chiffre ainsi dessous. Votre présence est le plus grand encouragement pour que je puisse vous raconter la dernière partie de cette histoire. Laurent est resté figé sur le pas de la porte, sa mâchoire serrée, ses yeux fuyant de moi à Antoine, comme s'il calculait le niveau de menace. L'homme que je connaissais, toujours maître de lui, était en train de s'effondrer. Je tenais toujours fermement la porte. « Mais tu dois partir », ai-je dit d'une voix calme mais d'une fermeté que je ne me sentais pas. Il a murmuré, ses mots empreints d'une rage impuissante. « Mais pas avant que tu comprennes ce que tu as fait. » Antoine a fait un pas en avant. « Glenn n'a rien fait. Ton scandale est ta propre création. » Laurent lui a lancé un regard venimeux. « Reste en dehors de ça, Moreau. Tu as déjà fait assez de dégâts. » Antoine n'a pas scié. « La seule chose que j'ai faite, c'est d'être là quand tu ne l'étais pas.
Je m'attendais à ce que Laurent explose, mais il a exhalé brusquement, ramenant sa frustration sur moi. Il a parlé du conseil d'administration qui s'inquiétait, des investisseurs qui paniquaient. Tu veux dire, le fait de choisir ta stagiaire plutôt que ta femme, ai-je demandé. Il m'a ignoré, exigeant une déclaration de ma part, niant toute implication avec Antoine. Et qu'est-ce que j'y gagne, ai-je demandé froidement. Tu n'es pas traîné davantage dans la presse, tu ne perds pas plus que ce que tu as déjà perdu. Un rire amer m'a échappé. Laurent, j'ai déjà tout perdu à cause de toi. Il a ouvert la bouche, mais je l'ai coupé, ma voix plus froide encore. En fait, non. Pas tout. Je me suis reculé de la porte, non pour l'inviter, mais pour prendre une enveloppe blanche sur ma petite table de cuisine. Je l'avais oubliée, enfouie sous une pile de courriers non ouverts, livrés à mon ancienne adresse. L'expéditeur était Mercier Innovation, division des ressources humaines. Savais-tu qu'il m'avait envoyé ça, ai-je demandé, brandissant le document. Le visage de Laurent est devenu livide. Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai sorti le rapport d'audit interne, l'ouvrant à la section surlignée. Et c'est le rapport d'audit interne du projet pour lequel tu m'as blâmé. Quelqu'un aux ressources humaines me l'a transmis avant le gel légal. Peut-être pensait-il que je méritais de connaître la vérité. Laurent a dégluti difficilement. J'ai lu à voix haute, lentement, chaque mot tranchant l'air comme du verre. L'échec du projet est dû à une mauvaise gestion financière et à des dépenses non autorisées approuvées uniquement par le PDG Laurent Mercier. Aucune preuve n'indique que l'ancienne employée Élise Dubois a contribué à l'échec des négociations. Antoine a sifflé doucement. Voilà qui est bien gênant pour lui. J'ai continué, ma voix ferme, mais avec des tremblements à peine perceptibles. Et voici le meilleur, Laurent. La responsabilité incombe à la direction exécutive. C'est toi. La bravade de Laurent s'est effondrée. Il a passé une main dans ses cheveux impeccables, un geste que je savais synonyme de panique. Élise, tu n'étais pas censée voir ça. C'est interne. Ça ne signifie rien, a-t-il dit. Ça signifie tout, ai-je coupé. Mais tu as menti. Tu as détruit ma réputation pour protéger la tienne. Il m'a regardé, sans voix. Pour la première fois depuis notre divorce, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Le pouvoir. Non pas la vengeance, ni la victoire, mais le poids tranquille et solide de la vérité. Antoine s'est placé à mes côtés, les bras croisés. Le jour où tu l'as jeté, c'est le jour où tu as mis ton empire en péril. C'est de ta faute. Laurent m'a regardé, sa voix se brisant. Élise, nous pouvons arranger ça ensemble. J'ai secoué la tête, un calme s'installant en moi comme un soleil chaud. Non, Laurent, tu as tout brisé. Et maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Avant qu'il ne puisse réagir, j'ai fermé la porte. Fermement. Définitivement. Laurent Mercier avait officiellement perdu le contrôle, et Élise Dubois venait de faire le premier pas pour récupérer son nom. Les nouvelles se sont propagées plus vite qu'une traînée de poudre. Je n'avais même pas eu le temps de rentrer chez moi que mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, les notifications s'empilant les unes sur les autres, illuminant mon écran comme un stroboscope. Antoine et moi venions à peine de pénétrer dans le hall de l'immeuble de Mercier Innovation que le premier titre est apparu. Urgent, Laurent Mercier suspendu de son poste de PDG après une réunion houleuse du conseil d'administration. Quelques minutes plus tard, une autre fuite. Rapport interne révèle que le PDG a délibérément rejeté la faute d'un échec de plusieurs millions d'euros. Je suis resté immobile, mon cœur battant la chamade, tandis que les journalistes à l'extérieur s'agitaient, les caméras pointées vers les portes. Je pouvais déjà voir quelques reporters se précipiter à travers l'avenue Montaigne, microphone tendu, tentant de pénétrer à l'intérieur. Antoine a doucement posé une main sur mon coude. Et nous devrions partir. Ils seront partout d'ici 5 minutes. J'ai hoché la tête, engourdi, le laissant me guider vers une sortie dérobée et dans un SUV noir qui nous attendait,
l'un des chauffeurs d'Antoine. Au moment où la portière s'est refermée, le silence m'a semblé irréel, comme de pénétrer dans un vide après la tempête. J'ai appuyé ma tête contre la vitre, regardant la foule s'amasser devant l'entrée principale de Mercier Innovation. Des journalistes criaient, des directs commençaient, des employés se regroupaient en petits groupes stupéfaits. Pendant des années, Laurent Mercier avait été intouchable, parfait, admiré, le Golden Boy de l'avenue Montaigne. Maintenant, tout cela s'écroulait en temps réel. J'aurais dû ressentir du triomphe, de la victoire, de la satisfaction. Au lieu de cela, je me sentais submergé. Le chauffeur s'est inséré dans le trafic. Antoine s'est tourné vers moi, m'étudiant silencieusement. « Ça va ? » ?»« Je ne sais pas, ai-je admis. « Tout va si vite. »« C'est ce que fait la vérité, » a-t-il dit. Elle bouge lentement pendant longtemps, puis d'un seul coup. Mon téléphone a vibré si violemment que j'ai tressailli. Je l'ai retourné. Des centaines de messages, la plupart de numéros inconnus, quelques-uns de personnes que je considérais autrefois comme des amis, et un message d'un numéro non enregistré qui m'a retourné l'estomac. C'est vrai ? S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Laurent. J'ai verrouillé l'écran sans répondre. Alors que le SUV traversait le pont Neuf, le paysage urbain s'étendait à l'horizon. Paris scintillait sous le soleil d'hiver, comme si rien ne s'était passé. Mais Élise Dubois avait changé, pour toujours. Arrivé à mon immeuble du Marais, Antoine m'a accompagné jusqu'à l'étage. Ce n'était pas prévu, mais je ne l'ai pas arrêté. Je n'étais pas encore prête à être seule. À l'intérieur, je me suis effondré sur le canapé, sentant toute la fatigue m'envahir d'un coup. Antoine s'est assis en face de moi, les coudes sur les genoux. Élise, ce n'est pas seulement la fin de quelque chose. C'est un nouveau commencement. Le commencement de quoi, ai-je murmuré. De toi qui retrouves ta vie. J'ai dégluti difficilement. Une partie de moi voulait le croire. Une autre partie, encore meurtrie et tremblante, n'était pas sûre de mériter quoi que ce soit de bon. Avant que je ne puisse répondre, la voix de la présentatrice du journal télévisé a résonné depuis ma télévision. Je n'avais pas réalisé qu'elle était toujours allumée. Des sources confirment que Mercier Innovation publiera une déclaration officielle cet après-midi. Les premiers rapports indiquent que le conseil d'administration envisage un changement de direction permanent. La présentatrice a marqué une pause, puis a ajouté. Et de nouvelles informations suggèrent que l'ancien PDG aurait commis des fautes professionnelles, notamment en blâmant son ex-épouse, Élise Dubois, pour des décisions qu'il a personnellement autorisées. Je me suis figé, mon nom, prononcé clairement à la télévision nationale. Non pas comme la coupable, non pas comme une note de bas de page, mais comme la victime de ses actions. J'ai senti quelque chose de chaud monter derrière mes yeux, une pression que j'ai essayé de retenir. Antoine s'est rapproché. Le monde te voit maintenant, la vraie toi. Des larmes ont glissé sur mes joues. Je n'ai jamais voulu ce genre d'attention. Je sais, a-t-il dit doucement. Mais parfois, la seule façon de retrouver ta voix est de laisser le monde l'entendre. Mon téléphone a sonné. Cette fois, ce n'était pas Laurent. C'était une chaîne d'informations. Puis une autre, et une autre. Des demandes d'interview, des offres pour partager mon histoire, des opportunités que je n'aurais pas pu imaginer une semaine plus tôt. Mais avant qu'Élise ne puisse parler, une autre notification a retenti. Un message privé de Chloé Leroy. La femme pour qui Laurent m'avait détruite. Mais tu ne sais pas tout. S'il te plaît, nous devons parler. C'est important. J'ai fixé le message, le cœur battant. La voix d'Antoine s'est faite plus grave. Que veut-elle ? J'ai inspiré lentement. Je ne sais pas, mais si elle me contacte maintenant, quelque chose ne va pas. Et quoi que Chloé cache, cela pourrait bien être le dernier rebondissement. Personne ne s'attendait à un tel dénouement, un qui ferait exploser le monde de Laurent pour de bon. Le matin suivant la destitution officielle de Laurent, Paris semblait différent.
plus calme, plus lumineux, plus doux. L'air avait cette fraîcheur piquante du début du printemps, et la lumière du soleil inondait mon appartement pour la première fois depuis des mois. Je me tenais à la fenêtre, une tasse de café chaud dans les mains, regardant la ville respirer sous mes yeux. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus peur de mon téléphone qui s'allumait. Je ne me préparais plus à de mauvaises nouvelles. Je ne me cachais plus du monde. Je ne rétrécissais plus. J'étais libre. Ma boîte de réception débordait de messages. Des femmes me remerciant pour mon honnêteté, des entreprises demandant des consultations, des associations me sollicitant pour parler de la manipulation en milieu de travail et des abus émotionnels. J'étais devenu une voix que je n'avais jamais prévu d'être, mais une voix que j'avais gagnée. Lorsque l'interphone a sonné, je m'attendais à une livraison. Au lieu de cela, la voix d'Antoine a résonné. Bonjour, Élise. Puis-je monter ? Mon cœur a fait un saut inattendu. Oui, bien sûr, ai-je répondu. Quelques instants plus tard, Antoine est entré dans mon appartement, portant un petit bouquet de roses blanches, de bon goût. Classique, élégant, rien à voir avec les bouquets ostentatoires que Laurent avait l'habitude d'envoyer lorsqu'il cherchait à attirer l'attention. Celles-ci sont pour toi, a-t-il dit. Sans raison particulière, juste parce qu'aujourd'hui est le début de quelque chose de nouveau. J'ai pris les fleurs, mes joues s'échauffant. Tu n'étais pas obligé. Je sais, a-t-il répondu doucement. Mais je le voulais. Nous avons partagé un sourire silencieux, un sourire qui contenait des mois, peut-être des années, de compréhension tacite. Viens, a dit Antoine doucement. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Il m'a conduit hors de l'immeuble jusqu'à une voiture qui nous attendait. Ce n'était pas une limousine ostentatoire, ni un geste excessif, juste une berline noire élégante, confortable et discrète. J'ai apprécié la simplicité. Nous avons roulé vers le centre de Paris, nous faufilant dans les rues animées jusqu'à atteindre un grand immeuble de verre surplombant le jardin des Tuileries. Antoine m'a guidé vers l'ascenseur et a appuyé sur le bouton du dernier étage. Les portes se sont ouvertes sur un bureau à couper le souffle, inondé de lumière naturelle, d'œuvres d'art moderne, et offrant une vue panoramique sur les toits de la ville. Le jardin des Tuileries s'étendait en contrebas, dans ses nuances de vert et d'or. Les gratte-ciel scintillaient comme des diamants polis. Ceci est pour toi, a dit Antoine doucement. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Antoine s'est rapproché. Je ne veux pas t'embaucher. Je veux m'associer avec toi. J'ai figé. Ceci, a-t-il dit, désignant le bureau, est le siège de la nouvelle entreprise que je suis en train de bâtir, et je veux que tu en sois la cofondatrice. J'ai senti mon monde basculer. Antoine, tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Sa voix s'est adoucie. Tu as du talent, de l'instinct, de l'empathie, des qualités que les leaders ont rarement toutes à la fois. Tu as survécu à l'enfer, et d'une manière ou d'une autre, tu en es ressortie plus brillante. Je ne veux pas construire quelque chose sans quelqu'un comme toi à mes côtés. Des larmes ont monté à mes yeux, non pas de tristesse, mais de quelque chose qui m'avait manqué si longtemps. L'espoir. Tu crois à ce point en moi, ai-je murmuré. Je crois en toi plus que tu ne crois en toi-même. J'ai regardé l'horizon parisien, la ville qui m'avait brisé, humilié, écrasé, et qui maintenant m'offrait une place au-dessus de tout cela. J'ai inspiré profondément. Je le ferai, ai-je dit. Je veux ça. Et quand je me suis retourné vers Antoine, j'ai vu quelque chose de nouveau scintiller dans ses yeux. Quelque chose de chaud, de doux, d'indéniablement réel. Il s'est rapproché. Élise, il y a autre chose. Ma respiration s'est coupée. Je ne suis pas resté à tes côtés simplement parce que c'était juste, a-t-il continué. Je suis resté parce que je tiens profondément à toi. Une larme a glissé sur ma joue, non de douleur, mais de soulagement. Je tiens à toi aussi, ai-je murmuré. Antoine a effleuré ma joue du pouce, tendre et patient.
Alors construisons quelque chose de meilleur que ce que tu as perdu. Quelque chose d'honnête, quelque chose d'égal. J'ai hoché la tête, le cœur plein. Dehors, la ville brillait. À l'intérieur, Élise Dubois entrait enfin dans la vie qu'elle méritait. Plus forte, plus sage, aimée, et incassable. Son passé ne la définissait pas. Sa douleur ne l'emprisonnait pas. Sa vérité ne l'a pas détruite. Elle l'a libérée. Et la femme qui avait autrefois quitté un mariage en silence avançait maintenant vers son avenir, la tête haute et quelqu'un de digne à ses côtés. Laurent Mercier, avec toutes ses richesses et son pouvoir, a échoué lamentablement, non pas par manque de talent commercial. Il s'est effondré par orgueil, parce qu'il a sous-estimé son entourage, en particulier sa compagne, ne la jugeant qu'à son apparence ou son statut social. Il a méprisé mon silence, le confondant avec une faiblesse, sans savoir que derrière cette quiétude se cachait une force latente. Plus profondément, la trahison de Laurent ne venait pas de ma faiblesse, mais de sa propre insécurité et de son ego fragile. Il avait constamment besoin de se sentir l'indispensable, de tout contrôler. Face à une femme autonome, calme et résiliente, il n'a pas pu accepter cette indépendance et s'est autodétruit dans sa quête d'un pouvoir illusoire. La véritable victoire pour moi n'a pas été d'humilier Laurent bruyamment, ni de me venger. C'était de préserver ma dignité, de partir sans explication, sans rancœur, et de vivre selon les valeurs auxquelles je crois. La liberté authentique vient de la connaissance de soi, du lâcher-prise face à ce qui ne nous appartient pas, et de la construction audacieuse d'une vie où ma voix est enfin écoutée, et ma valeur reconnue. La vie, parfois, nous enseigne ses leçons les plus amères à travers nos proches. Mais c'est des cendres qu'un phénix peut renaître. Croyez-vous que, après chaque chute, nous devenons plus forts? Que pensez-vous de ma décision, de mes choix face aux épreuves? Auriez-vous agi différemment à ma place, avec le recul, avec cette sagesse que seule l'expérience nous apporte? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis toujours chacun de vos messages avec attention, car chaque histoire résonne différemment en chacun de nous, et vos pensées sont précieuses. Si ce récit vous a touché, si cette confidence vous a fait réfléchir ou simplement ressentir quelque chose, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de le partager avec une personne que vous croyez, vous aussi, sensible à ce genre de voyage humain. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits, les prochaines fenêtres ouvertes sur des destins parfois ordinaires, souvent extraordinaires. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire. Et qui sait, la prochaine fois, au détour d'un chemin, d'une rencontre, d'un instant de vie, peut-être serez-vous le personnage principal d'une aventure qui n'attend qu'à être racontée.